Bonjour, bonjour. Merci beaucoup à tous et toutes d'être là. Il y a beaucoup de monde. Je remercie aussi d'emblée l'équipe technique qui vient de l'air de rien résoudre un problème insoluble de clé USB et qui fait que je vais pouvoir vous montrer quelques cartes. Et globalement, les gens toute l'organisation du festival. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu à Saint-Dié-des-Vosges. C'est un plaisir de revenir avec un thème pouvoir qui est évidemment très important dans la géographie politique en particulier, mais aussi pour l'IFG, l'Institut français de géopolitique. Et je pense que si j'ai l'honneur d'être dans cette très belle salle, c'est entre autres parce que je suis directeur de l'Institut français de géopolitique. Ça marche plus, il suffisait que les techniciens partent. Voilà. Et je vais vous parler de la politique de sécurité et en particulier de la question de la police. Voilà. Donc, en démarrant sur le fait qu'en 2025, ça fera 20 ans, donc à la fin de ce mois, que ce sont qu'ont eu lieu les émeutes ou les révoltes sociales de 2005, qui ont été un événement absolument unique à l'époque. Inattendu. Je vous ai mis des photos d'époque. Je pense que tout le monde s'en souvient, sauf peut-être les plus jeunes. Mais enfin, il ne s'était rien passé de comparable en France au moment où ont lieu ces événements. Et depuis, le monde a changé. Les choses, à la fois, des événements d'une gravité équivalente, voire plus grave, ont eu lieu, et en particulier à l'été 2023, mais aussi, évidemment, les réseaux sociaux, les vidéos, les photos, l'information fait qu'on a beaucoup plus d'images, même quand ce sont des phénomènes éventuellement moins étendus dans l'espace et dans le temps, moins graves. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop parler longtemps, donc de vaguement suivre mon texte, pour avoir un petit peu de temps de discussion, si vous voulez. Ce qui est en commun entre les événements de 2005 et de 2023, c'est évident, des morts dans une opération, dans une situation qui implique la police. Je fais exprès d'utiliser ces termes qui impliquent la police. Dans l'affaire de 2005, la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, aucun policier n'a tiré. À l'inverse de 2023, la situation n'est pas la même. Mais le résultat, si on veut, en termes de révolte sociale ou d'émeute est le même. Et je voulais... alors j'ai repris des cartes de 2005 pour montrer simplement que la presse à l'époque montre une situation où on est au bord de la guerre civile, la totalité du territoire est menacée, etc. J'aime bien cette carte tirée du Parisien parce qu'elle n'est pas faite par un géographe et encore moins un cartographe. Et que donc en fait, les choix de figuration aggravent complètement la lecture, alors que si on fait la même carte, mais en utilisant non pas la maille spatiale départementale, mais la maille spatiale municipale, ce qui n'est ni plus juste ni plus faux en fait. C'est juste pas la même maille spatiale, on n'a pas la même lecture. Voilà. Néanmoins, c'est pas pour minimiser la gravité de ces événements, et en particulier quand on regarde le petit cartouche qui montre l'Île-de-France en zoom. Donc depuis, il y a bien une aggravation, ou en tout cas une augmentation de la fréquence de ces événements. Si vous voyez la frise tout là-bas, là, on voit que donc la barre qui représenterait 2005, en fait, dépasserait complètement la feuille. C'est impossible de la représenter à l'échelle. C'est le nombre de communes touchées pendant l'année qui est représenté. Et on voit une géographie qui correspond globalement aux agglomérations, avec une polarité évidemment très forte en Île-de-France, mais à part ça, il y en a un petit peu partout. À chaque fois, on a exactement le même scénario, hein, des faits dans lesquels il y a des jeunes habitants en général de quartiers populaires qui décèdent dans des opérations qui mettent en cause d'une façon ou d'une autre l'intervention de la police ou de la gendarmerie.
tous ces cas ne donnent pas lieu à des émeutes. Ça, c'est aussi important de le dire. Il y a aussi des situations où il n'y a pas de révolte. Donc il faut des ingrédients un petit peu particuliers, en particulier en termes de sentiment d'injustice et même d'humiliation pour que ça donne lieu à ce genre d'événement. Parmi les cas, voilà, il faut que j'avance un peu, déjà tout de suite je suis en retard. Parmi les cas qui n'ont pas donné lieu à des émeutes, il y a une affaire qui a été quand même très célèbre et très médiatisée, qui est l'affaire Théo, dans laquelle il n'y a pas de décès, mais des blessures gravissimes d'un jeune homme qui habite à la cité de la Rose des Vents, à Aulnay-sous-Bois. Et j'utilise ce cas pour parler un petit peu de la police de façon plus précise. En fait, c'est dans son propre quartier que Théodore Louaka a été interpellé par une brigade qui s'appelle la BST, Brigade spécialisée de terrain, qui est en fait une unité de choc prévue pour certains territoires, c'est-à-dire les territoires qu'on appelle souvent quartiers populaires et que personnellement je désigne comme des quartiers de ségrégation et de ségrégation raciale, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ces unités, elles ont été créées en 2008. Elles sont mises en œuvre, mais en fait, elles sont le produit des événements de 2005. Elles sont conçues en réponse aux événements de 2005, d'abord sous le nom d'unité territoriale de quartier. Elles ont ensuite été renommées BST, Brigade spécialisée de terrain. Il y a d'autres unités plus célèbres, en fait, qui ont la même vocation d'unité de choc pour certains territoires. C'est évidemment les BAC, Brigades anticriminalité, dont les premières sont créées en 1971. Bon, je ne vais pas m'étendre sur l'affaire, et en particulier sur l'accusation de viol contre le policier dont il est évidemment, dont il se défend, évidemment. Je peux simplement rappeler que cette affaire a quand même ému très fortement, au point que le président de la République de l'époque, François Hollande, aille au chevet de Théo, ce qui est un cas exceptionnel. Et peut-être, mais ça n'est qu'une question ou une hypothèse, qu'il avait l'idée qu'on était sur un cas d'une gravité telle et d'une médiatisation telle que pourrait y avoir une réédition des émeutes de 2005. En fait, dans les années qui ont suivi, on va dire entre 2005 et 2010, un nombre de fois incalculable, des journalistes en particulier m'ont demandé est-ce que ça va se reproduire. C'est une question à laquelle j'étais absolument incapable de répondre, évidemment. Pas plus en 2023 qu'en 2010 d'ailleurs. Voilà. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que de la répétition des émeutes ou des cas de décès liés à des opérations de police, de cette histoire de l'affaire Théo et de l'unité qui est mise en cause dans cette affaire, je tire une question, est-ce que en réalité la politique de sécurité, et en particulier la police, est la même pour tout le monde et dans tous les territoires, puisque il s'agit de faire de la géographie. Et donc je vais évidemment, vous avez, je pense, bien compris, défendre l'idée que non, elle n'est pas la même dans tous les territoires pour un certain nombre de raisons. Je vais peut-être pas, je sais d'ailleurs que je n'ai pas prévu de donner tous mes arguments à ce sujet, mais je vais en donner quelques-uns qui me semblent importants et suffisants. Alors, il s'agit quand même de dire que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, en fait, même dans le débat politique et dans l'intervention que des chercheurs, et des géographes en particulier, mais des chercheurs en général font dans le débat politique, il est extrêmement difficile de s'exprimer sur ce sujet, par exemple en disant que la police ne serait pas la même pour tout le monde ou pour tous les territoires. Ça n'est pas facilement admis, en particulier par les autorités, c'est-à-dire la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, etc. C'est des sujets où le simple fait d'évoquer la question sous l'angle des inégalités territoriales est une bonne raison pour qu'on ne nous réponde plus. Voilà. Et je vais montrer d'ailleurs tout à l'heure qu'à mon avis, ils ont tort. Je vais montrer avec des cartes précises. Voilà. Donc la première chose que
la première carte que je voudrais montrer, c'est une carte que j'ai dû reconstituer à l'époque à la main, c'est-à-dire en allant littéralement sur le site internet de chaque municipalité pour essayer d'identifier quel était le commissariat dont dépendait la commune dans la préfecture de police de Paris. J'insiste sur ce point parce que bon, vous connaissez tous l'Institut français de géopolitique, la revue Hérodote, mon maître Yves Lacoste qui insistait sur une géopolitique démocratique, et donc il y a aussi une question d'accès à l'information et au savoir spatial. Le fait est que la carte de ce qu'on appelle les circonscriptions de sécurité publique n'est pas publique. Voilà. C'est pas qu'elle n'est pas publique, c'est qu'elle n'existe pas. Vous voyez ? Et donc, évidemment, si vous habitez Saint-Dié-des-Vosges, bah, vous savez à qui vous devez vous adresser si vous avez à porter plainte. Voilà. Et si vous habitez n'importe quelle autre commune, vous trouvez aussi l'information, si vous ne la connaissez pas, auprès de la mairie. Voilà. Mais dans l'autre sens, refaire la carte au niveau d'une région, de la capitale ou au niveau du pays, ça n'est pas possible, sauf à faire ce travail de terrain, finalement, d'aller dans chaque, virtuellement en l'occurrence dans chaque commune, pour essayer de comprendre à qui on est censé s'adresser. Voilà. Je pense que cette première carte, elle est déjà intéressante parce que dans l'affaire de 2005 à Clichy-sous-Bois, il s'avère que le commissariat... Ah, en fait, vous ne voyez pas très bien. Mais c'est pas mal, je suis désolé, c'est à cause du vidéoprojecteur, je ne veux pas dire du mal, mais... Donc en fait, Clichy-sous-Bois est là, et vous voyez ici une circonscription de Clichy-sous-Bois et Montfermeil qui n'existait pas en 2005, et Clichy-sous-Bois dépendait du commissariat du Raincy. Et en fait, l'enquête de terrain à l'époque me permet de dire que c'est un facteur du problème. Parce que les policiers, en fait, sont physiquement basés loin du territoire. Et que donc, ils ne tissent pas des liens de la même façon. Ils ont dans ce commissariat 4 communes. Et donc, en fait, le commissaire, qui est l'interlocuteur privilégié du maire, bah, en fait, a 4 interlocuteurs. Ouais. Et donc, ça n'est pas la même chose quand, dans les arrondissements parisiens ou dans un certain nombre de communes privilégiées des Hauts-de-Seine, on a un commissariat pour une commune. Voilà. Le niveau, si vous voulez, de disponibilité, pourrait-on dire, des forces de police et de sa hiérarchie n'est pas le même. Surtout que, et j'y viendrai plus tard, dans les commissariats, depuis les années 90, il y a assez peu d'encadrement. Le commissaire est souvent assez seul pour tout ce travail très important de lien avec les élus, etc. Donc, bon, à l'époque, j'avais essayé d'obtenir ces informations de la préfecture de police qui m'avait dit, cher monsieur, non. Ça n'était que ma première question, parce que j'avais prévu de leur demander les effectifs. Et ensuite, des détails sur les effectifs. Donc, j'ai même pas eu l'occasion de demander la suite, mais un journaliste qui s'appelle Alexandre Lechenet s'est obstiné. Quand je dis c'est obstiné, c'est-à-dire qu'il a fait toute la procédure par la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, y compris tribunal administratif, etc., pour obtenir que les différentes forces, institutions qui gèrent la police ou les forces de gendarmerie, le ministère de l'Intérieur d'une part et la préfecture de police, donnent ces informations. Ça a permis de commencer à faire des cartes. Je dis commencer parce qu'ils ont envoyé... Oh, c'est de pire en pire. Ouais, je vois que vous voyez rien, c'est tout noir aussi là. Bon, bah, je ne sais pas. Alors, c'est pas grave, je vais vous la décrire. C'est un exercice intéressant. D'abord, pour vous expliquer que bon, avant d'aller sur la carte, on a aussi, avant et de parler des données que Alexandre Lechenet a obtenues, une autre institution qui s'appelle le Défenseur des droits, qui était historiquement la HALD et plein d'autres qui ont été fusionnés dans le Défenseur des droits, qui parfois fait des visites dans les commissariats et qui parfois publie des rapports avec des données extrêmement précises qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Et donc, Saint-Denis, là où se situe l'université Paris 8,
une des plus grandes circonscriptions de sécurité publique de l'Île-de-France, eh bien, je sais, pour des raisons professionnelles, disons, que l'université de Paris 8 subit un cambriolage. Je vais au commissariat pour parler de ce cambriolage, etc. J'apprends que sur une circonscription de 117 000 habitants à l'époque, il y a 6 enquêteurs dans la cellule des cambriolages. Je dis, bon, ouais, c'est une information brute, comme ça, on peut la comparer à rien, on ne sait pas si c'est normal, pas normal. Ça fait quand même 300 dossiers par enquêteur et par an. Et donc, je comprends que, étant donné que mon logement n'a pas été cambriolé, mais un local professionnel où on a volé en gros 2 ordinateurs, l'affaire va aller très très loin dans les priorités du commissariat. Du coup, je me dis, je vais m'intéresser un peu plus dans le détail à ce commissariat et notamment grâce aux données du défenseur des droits, j'apprends qu'il y a 317 gardiens de la paix et gradés, et donc 6 sur la question des cambriolages, alors qu'il y en a 250 qui sont affectés à patrouiller dans les rues, dans les différentes unités qui vont de la BAC au BST, etc. Voilà. Et voilà, je le raconte aussi en termes de trajectoire de recherche, un petit peu un hasard en fait. Vous voyez, qui m'a donné l'idée de m'intéresser aux détails de la composition des circonscriptions de sécurité publique. À Saint-Denis, il y a 17, à l'époque, 17 officiers de police judiciaire sur 317 policiers. 17 officiers de police judiciaire, quand j'apprends ça, du coup, je leur pose la question, je dis, mais comment vous pouvez fonctionner à 17 dans une circonscription aussi grande, etc. Ils disent, en fait, c'est pas juste, c'est simple, on n'assure pas la nuit. Donc, si vous êtes interpellé ou que vous avez apporté plainte la nuit à Saint-Denis, comme il n'y a pas d'officier de police judiciaire, ça attendra le lendemain, sauf évidemment pour les cas les plus graves où il y a une permanence au niveau départemental, etc. D'accord ? Voilà. Et je reviendrai sur le fait qu'il n'y en ait que 17, pourquoi il y en a aussi peu à cet endroit-là. Ça, c'est pas en fait du tout la norme. Voilà. Mais avant ça, je veux parler d'un autre commissariat, celui de Bondy. On est toujours en Seine-Saint-Denis, où là, j'ai réussi à obtenir, grâce aux défenseurs des droits, on peut obtenir des informations extrêmement précises. On a donc Bondy et les Pavillons sous bois, 2 communes, 80 000 habitants, une commissaire et un adjoint, 124 policiers, 38 dans les services d'enquête, 84 dans les brigades de police de rue. Oui. C'est encore une fois des choix, en tout cas c'est à mon avis des choix politiques d'affectation qui devraient être discutés, qui devraient pouvoir être dans le débat public. En tout cas, moi, c'est l'idée que je défends au niveau local comme au niveau national. Voilà. Quel sens ça a dans un pays où il y a une préoccupation importante sur les questions de délinquance, mais aussi éventuellement de lutte contre le terrorisme et beaucoup d'autres sujets, d'avoir à peine, moins d'un tiers des effectifs qui fait de l'enquête. Vous voyez ? Et le reste qui est en fait en train de patrouiller et de faire une police d'intervention immédiate, de flagrant délit. Alors, parmi ces, et quand je dis un tiers, c'est même pas un tiers, c'est 20% en fait. Les 30, dans les 84 qui sont dans les brigades de police de rue, 30 sont spécialement affectés aux brigades ou aux unités qui sont en charge des quartiers populaires, donc une BST et une BAC. J'ai parlé de... Bon, je ne vais pas montrer. En fait, les cartes que je voulais montrer vont... c'est dommage que celle-là et... Enfin, ces deux-là, qui ne sont pas visibles. En fait, ce qu'il y avait à voir dessus, c'est que grâce au travail d'Alexandre Lechenet, on peut connaître le nombre d'agents par commissariat entre 2012 et 2022. Et donc, on peut faire le ratio entre le nombre de policiers et le nombre d'habitants. Et en fait, cette carte, si jamais vous pouviez la voir, montre
qu'il y a énormément, enfin qu'il y a plus de policiers par habitant dans le centre de Paris. Mais ça n'est pas une grande surprise. C'est aussi le produit d'une réforme qui a été la fusion des 4 commissariats des arrondissements 1, 2, 3, 4. Et donc il y a un effet, un artefact en fait, qui est que la fusion de ces 4 commissariats augmente transitoirement, enfin, comment je m'exprime mieux, témoigne du fait qu'il y avait beaucoup de policiers par habitant dans ces commissariats, mais en fait, quand on regarde la deuxième carte, si on pouvait la voir, c'est là où le nombre de policiers par habitant a le plus baissé. Donc en fait, il s'agit de rattraper la norme. On voit aussi beaucoup de policiers par habitant à la Défense, et on voit beaucoup de policiers par habitant dans les communes qui hébergent les 2 aéroports d'Orly et de Roissy. Voilà. Parce que en fait, les commissariats, enfin les effectifs des aéroports sont comptés dans les circonscriptions de sécurité publique. Donc ça, ce sont des artefacts. À part ça, ce qu'on y voit, c'est que les territoires de l'ouest de la Seine-Saint-Denis et de l'est de Paris sont ceux qui ont connu la plus haute augmentation de policiers par habitant en 10 ans. Alors même que si vous interrogez les élus de Seine-Saint-Denis, ils vous disent qu'ils ont perdu énormément de forces de police. Les élus de Seine-Saint-Denis sont convaincus encore aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur a décidé de dépeupler les commissariats de Seine-Saint-Denis pour renforcer les effectifs à Paris. Et en réalité, ça n'est pas le cas. Et en réalité, la préfecture de police aurait intérêt à communiquer ces chiffres. Mais elle ne le fait pas. Et si je ne vous montre pas les cartes au niveau de toute la France, c'est parce que il y a un travail de fourmi à faire pour recopier littéralement les chiffres qui ont été fournis sur des PDF, des scans de PDF. Dans le cas de la police nationale. Et dans le cas de la gendarmerie, ils ont fait autre chose un peu plus subtil. Ils ont fourni les chiffres au niveau d'un échelon, les groupements de gendarmerie dont on n'a pas la carte. Et donc il faut faire un travail de fusion des brigades. Je ne sais pas si ici vous avez une gendarmerie ou un commissariat. Commissariat, d'accord. Donc dans les zones de gendarmerie, en fait, il y a des gendarmeries départementales et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y en a pas une par département, mais plusieurs. Et chaque gendarmerie départementale couvre plusieurs communes. Et ça, on en a la carte. Mais ils nous ont donné les chiffres à un niveau plus large de groupement de gendarmerie départementale. Et donc, avec l'aide d'un cartographe qui s'appelle Elouen Le Caloc, on est en train de retisser sur toute la France ces connexions pour essayer de montrer les effectifs. Bon, voilà, les cartes, elles auraient montré ça. On aurait pu regarder un peu plus dans le détail les zones qui sont vraiment favorisées et les zones qui sont moins favorisées entre 2012 et 2022. Mais puisque vous ne voyez pas les cartes, je vais passer tout de suite à un sujet qui est autant important, voire plus, qui est la question du nombre d'OPJ. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait que OPJ à Saint-Denis. Et en fait, pourquoi il n'y a que 17 OPJ à Saint-Denis? À cause tout simplement du système de carrière de la police, qui fait que, comme dans l'éducation nationale, plus on progresse dans sa carrière, plus on a de points, plus on choisit où on veut aller. Or, aujourd'hui, le recrutement de la police nationale, c'est principalement des gens qui viennent de provinces ou de petites villes, qui n'ont pas spécialement envie d'aller en Seine-Saint-Denis, où en fait, c'est l'un des endroits les plus difficiles pour faire la police, comme dans l'éducation nationale. Je sais qu'il y a des profs, ma compagne par exemple, qui adore être prof dans l'éducation nationale, mais c'est pas dans le 93, mais c'est pas forcément la majorité. Et en fait, concrètement, on a dans les commissariats de Seine-Saint-Denis uniquement des jeunes policiers. Théoriquement, il faut attendre 5 ans pour passer le concours de brigadier. Non, pas d'OPJ. Je l'ai noté. Bon, bref, c'est pas grave.
Oui, le concours de brigadier, pardon, passer de gardien à brigadier, j'avais raison. Sauf que, en fait, pas grand monde là au bout de 5 ans. Les policiers l'ont en moyenne au bout de plutôt 7, 8, 9 ans. Or, ils ont assez de points pour partir de leur commissariat où ils ont été nommés au bout de 4 ans. Donc concrètement, en fait, il n'y a pas de gradé. Et ça, c'est vous voyez, moi, en tout cas personnellement, ça m'intéresse beaucoup ces dispositifs qui n'ont pas, qui ne sont pas pensés, en l'occurrence pour discriminer la Seine-Saint-Denis ou les quartiers populaires, mais qui ont ces effets-là, parce que en fait, un empilement de dispositifs a des effets qui ne sont pas contrôlés ou en tout cas qu'on n'essaye pas de corriger. On décide que les policiers, au bout de 4 ans ou 5 ans, doivent pouvoir choisir une nouvelle affectation, soit retourner dans leur province, soit, s'ils ont envie de se spécialiser, avoir une formation pour se spécialiser en police scientifique, chez les CRS s'ils ont envie, etc. D'un point de vue, je ne sais pas comment dire, de droit social, de droit du travail, ça paraît super. Vous voyez, mais en fait, concrètement, ça aboutit au fait que aujourd'hui, dans une patrouille de police en Seine-Saint-Denis, il n'y a personne qui a un grade d'encadrement. Voilà. Et donc, on a inventé un dispositif de correction qui est de prendre un gardien de la paix et de le nommer major, enfin faisant office de major. Sauf qu'il n'a aucun pouvoir, aucune légitimité même, j'ai envie de dire professionnelle, liée à son ancienneté, par exemple, pour modérer la fougue de plus jeunes policiers qui sortiraient d'école et qui voudraient prouver leurs valeurs. Vous voyez ? Autre chose, politique purement budgétaire pour le coup, mais aussi sociale. Il y a dans les années 90 une espèce de guerre de rivalité très forte entre police en uniforme et police en civil. Ce qu'on appelait les inspecteurs d'un côté et les policiers en tenue. Et il y a une réforme dite de la fusion des corps et des carrières en 1995 qui aboutit à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul corps avec 3 niveaux. Peut-être ça va s'afficher, voilà. Donc le corps d'encadrement et d'application, les gardiens de la paix, et puis au-dessus les gradés. Le corps de commandement qu'on appelait les officiers, et c'est les anciens officiers inspecteurs de police à l'origine, donc qui sont capitaines ou commandants, puis le corps de conception et de direction, les commissaires et la très haute hiérarchie policière. Voilà. À l'origine, les actes judiciaires étaient faits par les officiers de police. Mais comme il a été décidé, y compris en termes de possibilité de progression, que les gardiens de la paix n'allaient pas être des exécutants jusqu'à la fin de leur carrière, et avec cette image un peu caricaturale de s'ils n'obéissent pas, on les renvoie faire la circulation. Vous voyez. En fait, il a été ouvert à la possibilité pour les gardiens de la paix de passer le concours d'OPJ, qui est un concours difficile, d'officier de police judiciaire. Résultat, il n'y a plus besoin d'officiers, puisque les gardiens de la paix peuvent devenir OPJ. Et un officier, ça coûte beaucoup plus cher à l'État et aux finances publiques qu'un gardien de la paix et au ministère. Dans un contexte politique, à partir du début des années 2000 et en particulier de 2002, où le but c'est d'augmenter numériquement le nombre de policiers, donc quel que soit le budget accordé au ministère. Donc en fait, il y a une politique de réduction du nombre d'officiers qui aujourd'hui sont les responsables des gardiens de la paix, mais n'ont même plus le temps d'aller sur le terrain. Jamais. Ne peuvent pas mener le moindre travail d'encadrement, et en particulier d'encadrement à la déontologie. Qu'est-ce qui fait un officier dans le commissariat aujourd'hui ? Il fait les plannings de ses équipes, les affectations, il intervient en cas de problème. S'il est en police judiciaire, il affecte les affaires aux différentes équipes d'enquêteurs. Et donc en fait, si jamais j'avais un tableau Velleda, je prendrais un tableau Velleda pour dessiner une pyramide comme ça, dans laquelle il n'y a plus d'encadrement au niveau de la police. Donc après, on a des commissaires, et je regarde l'heure, parce que j'ai dit que je voulais qu'on ait un peu le temps de discuter, donc je le dis en 1 minute, on a des commissaires très différents. Dans le cas de l'affaire Théo, on a un commissaire, le commissaire Lafont, je le nomme, qui est connu
pour ne pas s'intéresser, un de ses subordonnés dit qu'il n'a pas une vision très sociale de son métier. Voilà. Il a quand même, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais pour une affaire assez sordide, été suspendu sans solde pendant 1 an avant d'être commissaire. Donc il a un passif. À côté de ça, on a un autre commissaire qui est systématiquement nommé en Île-de-France, là où il y a eu un drame. Un petit peu un commissaire sparadrap, je ne vais pas vous donner son nom pour le coup, qui lui tisse des liens hyper forts avec la municipalité, avec les associations, avec tous les acteurs du terrain, fait de la prévention, intervient pour favoriser les opérations de rénovation urbaine, etc. Donc un commissaire qui, dans les territoires dont il a la charge, n'a jamais connu un seul événement grave jusqu'à maintenant, et qui est connu pour ça dans la préfecture de police. Donc on a des commissaires différents qui vont diffuser des ambiances différentes dans leur commissariat, qui vont mener un travail politique différent sur les territoires, qui vont, puisqu'on est géographe, participer à construire différemment les territoires dans leur politique publique de sécurité, mais qui n'ont en fait plus vraiment les moyens dans leur commissariat de faire diffuser vers la base, vers les gardiens de la paix, leur politique, vous voyez, parce qu'il n'y a plus d'encadrement intermédiaire. Dans le cas, et je m'arrête là, de l'affaire Théo, à Aulnay-sous-Bois, j'ai dit que ça s'était passé à Aulnay-sous-Bois, vous vous souvenez de qui était le maire? Bruno Béchiza, ancien policier, ancien secrétaire général du syndicat de police Alliance, qui donc a priori n'est pas un maire, comment dire, trop enclin à taper sur la police. Et en fait, si vous avez 5 minutes et que ça vous intéresse, vous irez regarder dans la presse ses réactions suite à l'affaire Théo. Il a été d'une virulence extrême, précisément parce qu'il était face à un commissaire qui en fait, ne lui répondait même pas au téléphone. Oui, qui considérait que la police, c'était son affaire et que les pouvoirs publics locaux, le maire n'avait rien à en dire. Voilà. Et donc, voilà. C'était bon. Désolé pour le bug sur les cartes. J'allais montrer aussi, normalement, que les bacs ne sont pas dans tous les territoires, mais concentrés dans certains territoires, que c'est, voilà ce que je disais au début, une forme de police pour certains territoires, mais comme il est 12h15 et que peut-être vous avez envie de réagir, je vais m'arrêter là. L'idée était de montrer quelques exemples qui montrent d'une part que la police n'est en fait pas du tout la même sur tous les territoires et que c'est, comment dire, au désavantage de certains quartiers en particulier, qui sont les quartiers de ségrégation. Et voilà. Merci. C'est dur, hein, je suis habitué à parler 3 heures. Merci pour votre présentation. Je reste un peu sur ma faim au regard de la présentation, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on a fait, vous avez présenté la police en Seine-Saint-Denis sur un secteur bien particulier, et ça reste quand même pas la France. Ça, c'est un premier point. Moi, je répondrai directement à votre question, y a-t-il égalité? Comme vous, non, mais pas pour les mêmes raisons. D'abord parce qu'il y a deux forces de sécurité nationale, police, gendarmerie, l'une sur un peu moins de 50% de la population et 5% du territoire, la gendarmerie, à l'inverse, c'est-à-dire sur toute la partie rurale et périurbaine. Donc, et par le mode de fonctionnement, et même si on va dans le détail comme vous l'avez fait, un corps, la police, enfin une force à 3 corps, la police, une à 2 corps, la gendarmerie, forcément le fonctionnement ne sera pas le même. Vous avez parlé des effectifs, effectivement, je suis en revanche très surpris que vous n'ayez pas ces chiffres, en tout cas pour la gendarmerie, ils sont quand même assez accessibles, et je suis très surpris. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, le département, ça reste le nœud, la gendarmerie départementale, c'est un groupe en gendarmerie, mais la norme, c'est une brigade par canton, même si le canton correspondait sous la Révolution à une journée à cheval. Enfin non, la préfecture, mais le canton, ça restait quand même à proximité. Maintenant, on n'a pas forcément besoin d'une brigade à chaque canton, mais il y a des ratios. Et le ratio, il est en gros à 1 sur 1000, un gendarme pour 1000 habitants. Et donc ça, c'est à peu près la norme sur laquelle on se rapproche, même si dans certaines zones plus denses, on peut descendre à 1 pour 700. Donc voilà, il y a des normes, c'est un petit peu la réponse. Maintenant, je vais revenir sur un autre point. Quand vous parlez du nombre d'OPJ, là, ça m'emmène 2 remarques. D'abord, c'est qu'une force de sécurité, elle a une double mission, qui est celle de faire de la sécurité publique.
La prévention, c'est la partie police administrative de son boulot, maintenir l'ordre public, la paix publique, le calme. Et puis la partie police judiciaire, c'est quand une infraction a été commise, c'est de retrouver les auteurs. Et donc cette deuxième partie, forcément, elle demande des enquêteurs. Il y a des forces dans lesquelles les membres peuvent faire les deux, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc ça, attention, c'est pour ça que quand vous dites qu'on met plus de monde sur le terrain, c'est que par définition, si on veut avoir moins d'infractions, moins d'enquêtes, il faut peut-être faire plus de prévention avant. Et c'est un savant dosage qui n'est pas toujours facile à faire. Et le dernier point, c'est quand vous dites le nombre d'OPJ, c'est un petit peu réducteur parce qu'il n'y a pas que les OPJ. Un OPJ, ça sert à quoi? Ça sert à prendre des mesures de garde à vue, ça sert à décider certaines perquisitions dans des enquêtes de flagrance, mais la grande majorité des enquêtes sont des enquêtes préliminaires et qui sont faites par des agents de police judiciaire, c'est-à-dire la totalité des fonctionnaires. Donc il n'y a pas besoin d'OPJ. Dans le cas que vous citez, effectivement, c'est le fonctionnement de la préfecture de police, partout en France, et notamment dans la gendarmerie. Quel que soit le nombre d'OPJ dans une brigade, les enquêtes seront traitées. Et le dernier point, pour ne pas tout accaparer, quand je dis que c'est... Non, mais je tenais à rétablir quelques vérités. Et quand vous parlez de... Enfin, moi, je dis qu'il y a inégalité. Un sujet qui pourrait être abordé, c'est celui de la présence des polices municipales, dans la mesure où toutes les communes n'ont pas les moyens d'en avoir. Et c'est là où ça devient compliqué. Il y a des petites communes où maintenant, ce sont les élus qui doivent créer des polices municipales sur les contributions sur le budget. Et du coup, forcément, il y a une inégalité parce que ceux qui ont un commissariat ou une brigade sont mieux lotis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Il y avait une question. La question est, est-ce qu'il y a une différence entre l'époque de la police de proximité et maintenant? Il y a une. Alors oui, très clairement, la police de proximité avait eu des effets de pacification très forte des relations police-population là où elles sont difficiles. À monsieur, je pourrais répondre qu'il y a plein de choses que vous avez dites avec lesquelles je suis d'accord, mais que je n'ai pas non plus forcément spécialement le temps de développer. Mais juste un point avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que en réalité, la donnée du nombre de gendarmes par gendarmerie départementale, la Direction nationale de la gendarmerie a refusé de la communiquer. Voilà. Et qu'il a fallu qu'un journaliste fasse toute une procédure judiciaire pour l'obtenir. Et qu'en plus de ça, ils l'ont donné finalement par groupement de gendarmerie et que c'est à nous de reconstituer les groupements de gendarmerie puisqu'ils ont refusé de donner la liste des brigades qui composent chaque groupement. Voilà. Sinon, je vous aurais montré la carte et je n'emploierais pas quelqu'un pour faire ce travail. Voilà. La police de proximité, elle a en réalité jamais disparu. Moi, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut un peu plus de nuances. Nicolas Sarkozy, arrivé au ministère en 2002, prétend y mettre un terme. Donc, en fait, elle n'est plus à la mode, elle n'est plus mise en avant dans la communication de l'institution, mais ça ne veut pas dire qu'elle disparaît complètement. Voilà. Et il y a, encore une fois, là, selon les demandes des élus locaux, selon leur intérêt pour ces questions de police en général et de prévention en particulier, et selon aussi la personnalité du commissaire, des endroits où quasiment rien ne change. Voilà. Et d'autres endroits où on met un terme à quasiment toutes les initiatives qui allaient dans ce sens. Voilà. Mais même dans ces endroits-là, par exemple, les dispositifs de type affiliation d'une partie de l'effectif à tel quartier pour justement tisser du lien, etc., ça disparaît pas, ça, par exemple. Voilà. Donc, ça répond, mais... Ouais. Non? Pas bien? Allez-y. Oui, oui. Non, mais... ouais. Non, mais...
En fait, moi, je dirais que c'est pas tant une question d'évolution dans le temps, ça, en tout cas de la suppression officielle de la police de proximité, qui est en fait beaucoup du discours politique, d'accord. C'est par contre, en effet, en zone police au moins, pas en zone gendarmerie, mais en zone police, quelque chose qui dépend profondément du système de gouvernance locale. Et le système de gouvernance locale, c'est déjà le fait qu'un commissaire de police ait un maire en face de lui, ou 4. Le fait que dans les élus, il y ait des gens qui soient compétents sur ces sujets de prévention et de sécurité et qui s'y intéressent. Et donc le fait qu'il y ait, par exemple, un maire ou un adjoint qui systématiquement appelle le commissaire quand il se passe quelque chose sur le territoire, ou un commissaire qui, de la même façon, cherche à être en relation avec les responsables des établissements scolaires, les associations, ou qui, au contraire, ne s'intéressent pas à ça. Voilà. Et donc, mais j'ai envie de dire, pour moi, ça, c'est valable en fait dans toutes les politiques publiques. Et est-ce que le proviseur ou le principal d'un établissement scolaire a une influence sur la façon dont l'établissement interagit avec son environnement? Oui, évidemment. Vous voyez? Voilà. Oui, justement, je me permets, j'ai une question justement sur le rôle, l'évolution de la police municipale par rapport aux polices nationales. Parce que dans une ville moyenne où j'habite, où je suis élu, mais pas en charge de la sécurité, il y a eu suppression de commissariat de quartier, et donc raréfaction des effectifs de police nationale, au point qu'il y avait quelquefois la nuit juste une personne, et encore pour toute une ville de 120 000 habitants. Hein, enfin, et donc du coup, le maire, en liaison avec le commissariat, a développé sa police municipale. Mais du coup, cette police municipale qui avait un rôle un petit peu plutôt de prévention ou de proximité, justement, l'a perdue, puisqu'elle remplace, elle vient en substitution d'une mission qui était remplie auparavant par la police nationale. Cette évolution, je pense qu'elle n'est pas propre à la ville où je vis, et je veux savoir ce quels étaient vos ressentis, ou du moins vos études là-dessus. Oui, j'avais une question à propos de la sécurité des journalistes pendant les émeutes. Je voulais savoir s'il existait un traitement différencié entre les journalistes indépendants et ceux travaillant pour des grands médias lorsqu'il s'agit de sécurité pendant les émeutes. Alors, ça c'est plus rapide. En fait, c'est le champ du maintien de l'ordre. Moi, je travaille peu sur le champ du maintien de l'ordre. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Il y a, à mon avis, pas vraiment de cadre clair. Il n'y avait jusqu'à récemment pas vraiment de cadre clair. Il existait dans le schéma de maintien de l'ordre des dispositifs particuliers protégeant les journalistes. Et il n'y avait pas de cadre particulier pour ce qu'on appelle en police les violences urbaines. Récemment, un schéma de traitement des violences urbaines a été publié qui disait rien des journalistes en dehors du fait que les garanties spécialement prévues pour les journalistes en maintien de l'ordre ne s'appliquaient pas, mais finalement le ministère a rétropédalé. Donc je pense qu'on est encore un petit peu dans un flou. Voilà. Sur la police municipale, alors en fait c'est le sujet que j'avais décidé de pas évoquer aujourd'hui parce que je me disais que j'avais raison, que j'allais déjà pas du tout réussir à tenir une demi-heure. C'est évidemment une des évolutions majeures des 20 dernières années, mais qui monte en puissance, que le développement des polices municipales, puis leur armement et leur montée en compétences aussi. Hein, là je suis d'accord, des inégalités ou en tout cas des politiques territoriales qui sont différentes selon les collectivités. Ça, c'est une chose. Il y a aussi une autre limite par rapport à ce que vous disiez, qui est que, en fait, il n'y a pas de compétence de police judiciaire. Et donc, il y a, pour moi, sur le sujet de la police municipale, soit une politique
une orientation politique qui n'a jamais été complètement assumée, ou en tout cas quelque chose qui est un entre-deux. À mon avis, au plus haut niveau, dans cette articulation entre le niveau politique et le niveau de la très haute administration de la politique publique de sécurité, entre l'idée que le gouvernement, l'État, plutôt n'a plus les moyens d'investir suffisamment pour répondre à une demande de sécurité qui serait croissante, qui est croissante en réalité, avec des menaces qui sont bien réelles, que ce soit autour du narcotrafic à un moment donné, du terrorisme à un autre moment, etc. Et donc l'idée qu'il faudrait que les collectivités territoriales, et en particulier les municipalités, en prennent leur part, mais en fait, d'un autre côté, un jacobinisme, si on veut, et quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, l'idée qu'il y a une politique nationale de sécurité et qu'elle est sous le contrôle de l'État et du gouvernement. Et donc, du coup, c'est pas décidé, en fait, en quelque sorte. Et donc, il y a des élus qui peuvent aller aussi loin qu'ils peuvent, voire un petit peu dépasser légèrement le cadre légal dans l'emploi de leur police municipale, mais ça reste en fait très limité. Voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer un modèle très différent dans lequel une partie des sujets de police ne relèverait plus, par exemple, du ministère de l'Intérieur, mais des territoires, et peut-être pas à l'échelle municipale. Moi, j'avais eu un entretien à un moment donné avec quelqu'un qui pouvait faire de la prospective sur ces questions-là et qui envisageait, par exemple, de faire passer les forces de maintien de l'ordre à l'échelle régionale. Et que chaque région, en fait, serait responsable de l'organisation du maintien de l'ordre sur son territoire, évidemment, sauf le cas particulier, la capitale, les grands événements sportifs, etc. Et il y a une revendication d'un syndicat extrêmement minoritaire dans la police, qui est le syndicat affilié à la CGT, en fait, d'être attaché pour la partie police judiciaire au ministère de la Justice, en s'appuyant sur le fait que c'est le cas du FBI aux États-Unis ou des organes de police judiciaire en Allemagne. Ce qui n'est vraiment pas l'avis majoritairement partagé par les policiers en France. Mais donc il y a plein d'hypothèses comme ça mais à mon avis, qui sont figées par cette idée d'une police sous le contrôle de l'État, du gouvernement, du ministère de l'Intérieur. Voilà, je dirais ça. Bon, c'est l'heure, c'est ça? Est-ce qu'il y a une dernière... Bon, voilà, merci, bonne journée, bon festival, c'est encore le premier jour.